d'abord à vous remercier également parce que vous avez initié cette rencontre, ce que je trouve très formidable. Donc, je tiens à vous remercier. Et je suis Aïfa Ouloussa, je suis comorienne. Je viens de la Grande Comore et puis j'ai eu mon baccalauréat à l'école Ibn Khaldoun, qui se trouve à Moroni. Et après, j'ai fait ma licence de sciences de la vie à l'Université des Comores. Et puis après, j'ai continué mes études en génétique ici au Sénégal. J'ai eu mon master en génétique ici. Et j'ai jugé nécessaire de continuer en thèse doctorale. Et je travaille toujours dans le domaine de la génétique, mais je me spécialise dans le domaine médical, particulièrement ce qu'on appelle la cytogénétique médicale. La génétique, je pense que c'est un élément nécessaire dans le monde que nous vivons aujourd'hui, surtout quand on parle de la biologie, parce que c'est l'origine de l'ensemble de tout être vivant. Donc il est devenu un outil nécessaire dans tous les domaines. Donc je me suis dit que c'est une opportunité qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus, mais qui permet aussi en quelque sorte de toucher tous les domaines qu'on veut. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussée, parce que c'est un outil génial utilisé dans le monde entier. C'est la recherche et l'identification des anomalies chromosomiques et moléculaires chez les enfants ayant des troubles de développement sexuel. C'est-à-dire, quand on parle de troubles de développement sexuel, c'est un terme qu'on utilise pour valoriser un peu ces individus. Parce que ce sont tout d'abord des humains, des individus, mais qui ont des problèmes, ce qu'on appelle des anomalies chromosomiques, qui fait que leurs organes génitaux sont ambigus. Alors, les termes utilisés auparavant, on utilisait ambiguïté sexuelle, on utilisait hermaphrodisme, on utilisait asexué. Ce sont des termes perçus comme péjoratifs de nos jours. Donc, on préfère utiliser le terme trouble de développement sexuel parce que c'est l'origine de l'anomalie. Donc, quand on dit ambiguïté sexuelle, ou bien hermaphrodisme, ce sont des individus qui sont nés avec des organes génitaux ambigus. C'est-à-dire des organes génitaux qu'on ne peut pas effectivement dire qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Ce sont des organes qui sont complexes et puis on n'arrive pas vraiment à les classer. Donc ici par exemple en Afrique c'est très très complexe, très difficile parce qu'on a l'habitude de classer les individus, d'ailleurs partout dans le monde, dans le genre masculin ou féminin, mais avec ces enfants qui sont venus au monde avec ces troubles, avec ces anomalies, ça devient beaucoup plus complexe. En Europe par exemple, vous avez le choix de vous classer comme étant homme, femme ou bien indéterminé. Parce que eux, ils sont un peu plus développés que nous. Mais ici, chez nous, en Afrique, c'est déjà un sujet tabou, on n'en parle pas. Parce qu'on va qualifier ces familles des sorcières, des gens qui ont les agité des sorts, ou bien... C'est-à-dire, ce sont des anomalies méconnues, qui sont tabous jusqu'à présent, on n'en parle pas. Donc ça devient très très difficile quand on a un enfant qui a des troubles de développement sexuel et que on n'arrive pas à le déterminer, on n'arrive pas à lui donner un nom par exemple, on n'arrive pas à dire qu'il s'agit de Saïd ou bien Fatima, on n'arrive pas à l'élever avec un genre particulier. Mais ça devient très complexe, d'où nos travaux d'aujourd'hui. Premièrement, c'est d'aller voir dans le côté chromosomique, le côté génétique, quelle est l'origine de cet enfant. Parce que la nature a fait qu'on a soit des garçons, soit des filles. S'il y a un sexe entre deux, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, la génétique, c'est d'aller dans le côté chromosomique pour voir exactement l'origine chromosomique de cet enfant. Et puis au-delà de l'origine chromosomique de l'enfant, c'est surtout d'aller au fond, dans les gènes. C'est ce qu'on appelle les anomalies chromosomiques beaucoup plus approfondies, parce que les gènes, il y a plusieurs gènes qui vont travailler ensemble, ce qu'on appelle les gènes de cascade, pour déterminer le sexe chromosomique, pour ramener la différenciation vers la masculinité ou bien la féminité.
Donc ces gènes-là, il peut y avoir ce qu'on appelle des mutations ou bien des délétions dans ces gènes qui seraient à l'origine de l'anomalie. Donc au-delà de la détermination du sexe chromosomique de l'enfant, mais on va aussi voir les gènes qui sont responsables de la différenciation sexuelle et voir dans ces gènes, est-ce qu'il y a des mutations, est-ce qu'il y a des problèmes qui ont conduit à ces anomalies. D'où l'intérêt de ces travaux. Je pense que j'ai été beaucoup plus claire, je sais pas. Alors, j'ai toujours tendance à m'excuser avant parce qu'il y a des termes que je ne peux pas vraiment... Il y a des termes qui n'existent pas dans nos langues, par exemple les chromosomes, les molécules, je ne sais pas comment est-ce que je vais expliquer ça, mais ce sont des éléments qui sont dans nos cellules et qui constituent l'organisme en entier. Donc c'est à partir de ces éléments qu'on va aller faire ces analyses pour pouvoir constituer ce qu'on appelle le patrimoine génétique et savoir est-ce que cet individu c'est un garçon ou une fille, est-ce qu'il a hérité ça de sa mère ou bien de son père, quel est le gène qui a été muté qui est responsable de l'anomalie, ainsi de suite. Ça dépend, parce que d'habitude, quand on prend la grossesse, il y a des analyses qu'on demande, il y a un bilan de grossesse qu'on demande de faire. Donc, il y a l'échographie aussi. Donc, quand l'échographie montre qu'il y a un petit problème, par exemple, ou bien les analyses qu'on fait, des fois, il y a des analyses hormonales qu'on peut faire et qui peut nous révéler une discordance. Donc, à ce moment-là, on peut demander effectivement de faire l'analyse qu'on appelle l'analyse prénatale ou bien anténatale. C'est l'analyse, on va essayer de faire ces analyses dans le fœtus en fait. Dans le ventre de sa mère, on va faire ce qu'on appelle le diagnostic prénatal. On le fait avant pour savoir que cet enfant a une forte probabilité de présenter telle anomalie. Que ce soit trisomie 21, trisomie 18, trisomie 13, ou bien les troubles de développement sexuel, ou bien d'autres anomalies, il y en a plein. Donc on fait ces diagnostics juste pour savoir l'état de l'enfant dans le ventre de sa mère. Alors ça, bon, en Europe par exemple, il y a deux objectifs, soit deux buts, soit c'est de savoir mettre en place le traitement de cet enfant, par exemple, si le couple décide de garder l'enfant. Par contre, en Europe, ils ont le droit d'interrompre la grossesse. Donc, ils peuvent décider que nous, un enfant trisomique va être très difficile à traiter, va être très difficile à gérer. Donc, on interrompt la grossesse. Donc, à ce moment-là, c'est l'intérêt de faire ces analyses pour pouvoir savoir est-ce que l'enfant est bien portant ou non. Qu'est-ce que vous décidez? Vous décidez de garder l'enfant ou bien de faire l'avortement. Mais ici, malheureusement, en Afrique, on n'en est pas encore là parce que l'avortement n'est pas autorisé. Donc, on fait ces analyses pour avoir l'idée de la maladie de l'enfant ou bien est-ce que l'enfant se porte bien. Ainsi, mettre en place un protocole, une équipe tout entière qui vont se mobiliser pour suivre l'enfant et suivre le traitement et leur évolution. Les recherches sont bien passées. Par contre, j'ai eu un petit problème, un petit souci de financement. J'ai fait les 2 ans, je n'ai pas vraiment avancé. Je fais des travaux parce qu'il y a mon directeur de thèse qui fait de son mieux. Il n'hésite pas à financer, alors que ce n'est pas à lui de faire tout ça. Mais il m'a vraiment épaulé. Donc, c'est avec ses moyens qu'on essayait d'avancer jusqu'à présent. Donc, on a avancé, mais pas vraiment. Ce n'est pas vraiment satisfaisant ce qu'on a fait. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai continué à postuler à gauche à droite, juste pour voir. Mais j'espère que maintenant, ça va vraiment avancer. Alors, oui, effectivement, il y a une jeune Comorienne qui a eu ce prix, mais je l'ai su après avoir eu le prix moi aussi. J'avais déjà entendu parler de ce prix. Il y a quand même 2 ans à peu près, je pense 2 ans ou 3 ans. Mais après, je pense que c'est le manque de financement qui m'a initiée parce que dès que je vois un appel à candidature ou bien
les bourses, les appels de bourse, ainsi de suite, je postulais. Donc j'ai eu l'opportunité de tomber sur cette bourse, sur ce prêt, et puis j'ai postulé. Alors le prix, normalement, on organise une cérémonie pour honorer les femmes qui sont lauréates, mais cette année, vu la situation sanitaire, ça n'a pas été possible. Donc c'est l'année prochaine qu'ils vont organiser la cérémonie pour aller voir, aller récupérer les prix et tout. Cependant, le prix, c'est-à-dire la somme qui vient avec, on est en cours de transaction jusqu'à présent. C'est possible, mais j'espère que cette année ne sera pas comme, c'est-à-dire l'année 2020-2021 ne sera pas comme l'année qu'on vient de laisser derrière nous, l'année 2020, parce qu'avec la situation sanitaire, nos travaux ont pris vraiment du retard. Donc si la situation revient à la normale, je pense qu'on peut rattraper ça et ça pourrait être possible de terminer pendant une année, mais je ne peux pas vraiment me prononcer là-dessus. J'ai parlé du diagnostic prénatal, mais après il y a l'étape suivante, ce qu'on appelle le diagnostic post-natal, c'est après la naissance, quand l'enfant est né et qu'il y a ces ambiguïtés qui sont visibles. Je pourrais vous montrer une photo après. Ces ambiguïtés qui sont visibles, on les voit. Donc à ce moment-là, le médecin prescrit un bulletin d'analyse de karyotype ou bien de la fiche, ainsi de suite. Et puis, il y a le patient qui vient vers moi ou bien le médecin qui m'appelle. Moi, je vais voir le patient. Premièrement, je regarde, je vois l'anomalie, comment elle se présente, parce qu'il y a des classifications. On classe les anomalies, il y a des nomenclatures, tout ça, ça dépend du type d'anomalie. Et puis après, on prend des photos et on fait les prélèvements. Mais nous, on fait des prélèvements sanguins. C'est ce qui nous permet de faire l'ensemble des analyses. À ce moment-là, je fais le prélèvement et la suite, c'est au laboratoire. Je vais essayer de récolter les cellules, je vais essayer de cultiver quelques cellules et faire l'étape de métaphase juste pour voir les chromosomes, étudier, ainsi de suite. Il y aura aussi l'étape de l'extraction de l'ADN, qu'on va essayer d'utiliser d'autres techniques comme la PCR, le séquençage, les microarrays, ainsi de suite. Ce sont plusieurs techniques que je vais essayer d'utiliser juste pour avoir les résultats attendus. Les deux, parce que je passe d'abord à l'hôpital, je récupère les prélèvements, je fais l'enquête, parce qu'il y a une enquête que je fais avant, juste pour voir si cette anomalie est dans la famille ou bien est-ce qu'il y a des mariages consanguins qui sont à l'origine de cette anomalie, ou bien il y a plusieurs paramètres qui peuvent expliquer ça. Il y a aussi des anomalies qui sont accompagnées des polymalformations et tout. Donc tout ça, ça nous intéresse, l'âge, le poids. Donc je fais l'enquête et puis je fais le prélèvement à l'hôpital. Donc je ramène le prélèvement au labo, je fais mes travaux de laboratoire. Et puis à la fin, la lecture au microscope et tout. Et j'ai déjà présenté ces travaux dans 2 forums, dont j'ai eu aussi un prix de la meilleure communication orale, parce que j'en ai fait en master et puis j'ai continué en thèse. Donc c'est un début, mais on a déjà eu des résultats. Le diagnostic, je pense que c'est possible parce qu'il était tout d'abord visuel. Vous regardez, le clinicien va regarder pour voir s'il trouve que les organes génitaux externes sont ambigus, directement il peut faire le diagnostic. Mais maintenant, il reste le diagnostic biologique pour confirmer cette anomalie. Donc ça, je ne sais pas. Franchement, je préfère dire que je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il y en a encore. Parce que ici, au Sénégal, un pays qui est beaucoup plus avancé que le nôtre, c'est maintenant qu'on est en train de mettre en place ces genres d'analyses.
Donc, c'est ce qui nous a motivés d'ailleurs, parce que, admettons qu'il y a les deux analyses, le Cario et la fiche, qui sont les analyses standards en fait, qu'on demande. Et ces deux analyses, on les sous-traite à l'étranger, spécialement en France, et chaque analyse revient à 200 000. Donc, ça fait 400 000 pour un citoyen sénégalais sans moyens. Vraiment, c'est un prix très exorbitant. Donc, d'où l'intérêt, parce que il y a des gens, il y a les cytogénéticiens qui sont là, on n'a pas les outils, on n'a pas les matériels, mais on essaie de travailler petit à petit, de monter l'unité de génétique, juste pour être capable de faire ces genres d'analyse et ne pas sous-traiter. En ce qui concerne les 17% des gens qui font de la science, certainement la science, vu que c'est un domaine qui nécessite beaucoup plus de temps, qui nécessite beaucoup plus d'énergie, d'études et tout, donc certainement il y a moins de gens qui sont sollicités ou bien moins de gens qui ont vraiment envie de faire ces métiers. En ce qui concerne les filles, moi je dis toujours que peut-être ce sont les stéréotypes, les idées reçues de génération en génération, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que les Comores, mais surtout les Comores. Une fille n'est pas censée faire des études longues, une carrière dans tel domaine. Moi, j'en ai déjà eu des gens qui m'ont dit attention, si tu fais des études supérieures, si tu es plus diplômé, tu n'auras pas un mari. Parce que ici, les maris ont peur des filles qui ont fait des études supérieures. Et c'est pas ça, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est surtout un complexe d'infériorité. On se dit que c'est le garçon, il doit dominer tout, donc. Il préfère chercher quelqu'un qui est moins diplômé que lui. Je dirais pas quelqu'un qui est illettré, mais moins diplômé que lui. Donc on doit comprendre qu'aujourd'hui, si la femme a plus arrive à mener une carrière, elle a plus de diplômes, elle a plus de compétences, c'est un plus dans la famille. C'est même qu'un plus dans la famille. Donc je vois pas pourquoi on essaie comment dire, de nourrir ces idées. À un moment donné, il faut se dire que le monde n'est pas tel qu'on l'a connu. Il faut laisser les filles, les encourager surtout, parce que les garçons, on les encourage de faire des études, d'aller loin. Mais la fille, pour aller loin, il faut qu'elle se batte. Donc ça ne devrait pas être comme ça. Les filles, il faut qu'on les encourage aussi, qu'on leur montre qu'elles sont capables de faire beaucoup de choses. Et puis, c'est quelque chose qui est très important. On est dans un monde où 52% de la population, ce sont des filles. Donc, imaginons si les gens qui veulent construire ce monde, on les prend dans les 48% restants, est-ce que vraiment le monde serait comme on l'espère? Donc, il faut vraiment que les filles s'y mettent eux aussi à travailler dans le domaine de la science. Et j'espère, parce que jusqu'à présent, j'ai connu pas mal de filles qui ont vraiment eu l'ambition, le courage de vouloir travailler dans ce domaine, de vouloir mener une carrière dans le domaine scientifique, mais c'est surtout les moyens financiers qui les empêchent. Donc, c'est sûr, je pense que c'est ce qui est très important pour l'instant, c'est de pouvoir mettre en place des moyens qui vont permettre à ceux qui ont l'initiative, ceux qui veulent, ceux qui ont l'ambition, ceux qui veulent vraiment être dans ce domaine, de se lancer. J'en ai déjà connu une fille de chez moi d'ailleurs, elle est restée ici au Sénégal 2 à 3 ans juste pour pouvoir trouver une thèse ou bien un financement, et malheureusement elle était obligée de partir parce qu'elle n'a rien trouvé. Donc je pense que c'est très dommage. Il va falloir qu'on investisse surtout. On investit surtout dans les domaines de la science. Je ne dis pas seulement aux filles, mais les garçons aussi. Il y a pas mal de garçons qui veulent vraiment travailler dans ces domaines, mais qui n'ont pas les moyens. Et ils ont l'ambition, ils ont vraiment l'intelligence d'avancer dans des domaines pareils. Je pense que c'est possible de faire les deux, mais je préfère beaucoup plus la recherche aussi, ou bien mener une carrière universitaire, j'aime bien. Si j'ai les moyens, bien sûr, je ne sais pas encore où, est-ce que c'est comment, est-ce que c'est ailleurs.
seul l'avenir le dira. Alors, la génétique en Afrique, c'est un domaine qui n'est pas vraiment très développé. Ici, moi je suis au Sénégal, je fais de la génétique, mais je vois que c'est pas comme les autres domaines, c'est pas comme l'hématologie, c'est pas comme la bactériologie, qu'il y a plus de spécialistes qui comprennent, qui travaillent là-dessus. Mais la génétique, à part la rareté des outils qu'on utilise, parce qu'il y a des outils qui sont rares, on ne les voit pas dans tous les laboratoires, ils sont chers aussi. Donc il n'y a pas vraiment les spécialistes, les cytogénéticiens ici au Sénégal, on va les compter. On peut les compter au bout des doigts, mais il n'y en a pas vraiment ici en Afrique. Donc je pense qu'il y a vraiment du travail à faire pour pouvoir développer, parce que si on voit la recherche et les autres domaines, tout passe par la génétique maintenant. Tout passe par l'outil moléculaire. Donc il faut vraiment travailler là-dessus pour pouvoir avancer. C'est possible, hein? C'est possible, on peut le faire. Moi, je reste convaincue que quand on a vraiment l'ambition de faire quelque chose, on peut le faire. Il n'y a aucune limite. Les seules limites qui sont posées à nous, ce sont les limites que nous, en fait, qu'on se fixait nous-mêmes. Mais tant que je me dis que je peux aller quelque part, je vais tout faire pour y arriver. Donc, si les comment on se dit qu'il faut vraiment qu'on avance dans tel domaine, je pense qu'on est capable de le faire. Ça va peut-être demander un peu de temps, mais c'est possible. Il n'y a rien de difficile là-dessus. Je pense que le plus important, c'est surtout d'être ambitieuse. Parce que si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas ambitieux, vous ne voulez pas vraiment aller dans ce domaine, vous ne pouvez pas y arriver. C'est un domaine qui nécessite beaucoup plus de temps, de patience, d'efforts, d'argent, ça nécessite beaucoup de choses. Donc si vous voulez vraiment aller dans ce domaine, il faut vraiment le vouloir. Et puis être patient, surtout, être patient. Et je pense que c'est possible, tout le monde peut le faire comme je le dis. Si moi j'ai pu le faire, donc tout le monde peut le faire. Et il y a plein d'autres filles, d'ailleurs dans le master de génétique que j'ai fait, il y a plein de Comoriens qui l'ont fait. Il y a des générations d'avant, ils l'ont fait. Après moi, il y a aussi d'autres jeunes filles qui l'ont fait, mais malheureusement, ils n'ont pas, je ne sais pas si je dois dire, ils n'ont pas voulu ou bien ils n'ont pas pu aller loin vu les moyens et tout. Mais il y a pas mal des gens qui ont initié les recherches en génétique et qui peuvent vraiment y arriver s'ils veulent. Rien dire là-dessus. Tout ce que je sais, qu'il y a des filles, oui, il y a des filles et des garçons qui sont en thèse. Et aussi, moi, en fait, je suis à l'université Cheikh Anta Diop. Donc peut-être que je connais quelques-uns qui sont à l'université Cheikh Anta Diop, mais je ne peux pas dire autant pour l'université de Thiès, ou bien l'université de Ziguinchor, ou bien d'autres universités. Donc moi, je ne peux pas me prononcer, je ne sais vraiment pas combien de Comoriens ou bien de filles comoriennes qui sont dans les universités ou qui font des thèses, je ne sais pas. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Kawa ndani kamwamba kweli